Bonjour Yves, tu vas nous parler d'un stage particulier que tu as intitulé La consultation d'hypnose en médecine générale. Donc ça s'adresse à des gens qui sont déjà formés, je suppose. Oui, alors ça s'adresse à des gens formés, ça s'adresse à des médecins, Oui, évidemment, et parce que quand on entend les médecins formés à l'hypnose, ils nous disent toujours, voilà, c'est compliqué quand même. On comprend bien que c'est une approche médicale, l'hypnose, mais en même temps, il faut se garder des patients pour faire de l'hypnose formelle. On a très peu de temps, on peut voir très peu de patients, etc. Et mon objectif à moi, c'est de leur dire, mais en fin de compte, de l'hypnose, vous en faites dans toute consultation médicale. Il y a des tas de moments où vous pouvez focaliser l'attention de votre patient, lui parler en termes imaginaires, c'est-à-dire, à la limite, c'est de retrouver le médecin de campagne des années 50, 60, etc., où, en parlant à son patient en termes médicaux, il le traduisait aussi, ces termes médicaux, en termes langage d'agriculteur, langage de menuisier, langage de mécanicien. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire comment, effectivement, d'un langage scientifique, on peut permettre aux patients d'imaginer et à la fois la maladie, à la fois le traitement, mais dans un langage plutôt de sens commun, dans un langage lambda, et utiliser effectivement les connaissances du patient dans d'autres approches pour pouvoir comprendre le langage médical. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est que le patient est en attente. Quand il vient chez un médecin généraliste, il vient avec un questionnement autour d'une douleur, autour d'un symptôme, etc. Et il va attendre effectivement que le médecin lui propose un diagnostic, lui propose un traitement, voire des examens complémentaires. Et dans cette attente, le médecin va parler au patient. Et ce qui est important, c'est que dans ce langage qu'il va donner au patient, il peut effectivement amener ce patient à réduire son angoisse, parce qu'en fin de compte, pour toute maladie, quand le cerveau s'emballe émotionnellement, etc., il va commettre des erreurs, il va commettre des erreurs d'interprétation. Et par exemple, l'explication médicale que le médecin va donner, le patient va y croire peut-être pas suffisamment, donc le médecin va jouer d'une façon de parler pour que le patient comprenne, mais en même temps il sait que l'émotion n'est pas loin du patient. Donc il va tenter aussi de calmer le patient par de la parole, par des images, etc. Et ça peut se faire comme ça très rapidement. Ça, c'est une première chose, pour éviter que le patient anxieux aille sur Internet et ne retienne, parce qu'il est anxieux, que les choses négatives qu'il vit sur Internet, donc des erreurs d'information. La deuxième chose qui est importante, c'est que le médecin fait aussi des actes médicaux qui ne sont pas forcément agréables avec l'enfant, avec l'adulte, etc. Donc des actes médicaux, des gestes médicaux qui sont un petit peu douloureux ou que le patient anticipe comme douloureux. Donc c'est intéressant que le médecin puisse avoir très très rapidement, pas simplement proposer de la distraction en tapotant sur une autre main alors qu'il fait une prise de sang ou je sais pas quoi, mais en montrant que effectivement on peut passer avec l'hypnose du réel au virtuel et que le patient se rende compte que, en fin de compte, ce qui lui semblait douloureux, devient une sensation pratiquement banale et ça lui permet de supporter les différents soins que le médecin peut lui faire. Donc il y a deux choses. Utiliser l'hypnose dans la consultation, dans l'accompagnement du patient quand on décrit les symptômes, quand on décrit le traitement, quand malheureusement dans la proposition de traitement, l'effet bénéfique c'est une phrase, mais comme on doit informer le patient, c'est une multitude d'effets secondaires qui ne viendront jamais. Et on va dire au médecin, attention, ne restez pas là-dessus. Repartez sur l'effet bénéfique du traitement, parce qu'on sait que de toute façon, le cerveau d'un patient, ça tourne toujours par association. Donc si on commence par l'effet bénéfique et on termine par une liste d'effets maléfiques, forcément, le patient, en reprenant sa carte vitale, il va cogiter sur les effets maléfiques du traitement. Donc on va apprendre au médecin
à parler d'une certaine manière, à ne pas oublier comment fonctionne le cerveau du patient pour que le patient parte d'une consultation, par exemple, en tournant en rond sur l'effet attendu du traitement. Yves, grand merci. Merci.